C'est pas la première fois, William T, ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'un tel drame se produit. On a l'impression que c'est toute une nation qui est embarquée dans tout cela et que finalement les Français ne sont pas prêts à encaisser autant d'émotions et de drames. Bah, la difficulté, c'est qu'en fait, quand il y a une multitude de faits divers, est-ce que ça ne devient pas fait de société? Est-ce qu'on n'a pas une société qui est en train d'évoluer sous nos yeux? Et je pense que les habitants, au niveau local, mais ça embarque uniquement toute la nation, parce que d'habitude, c'est déjà arrivé qu'il y ait des faits divers atroces et qui provoquent une réaction uniquement au niveau local. Là, ce qu'on voit, et vous avez raison de poser la question, c'est que chaque fait divers, dans des coins particuliers, provoque une émotion plutôt nationale, en tout cas embarque beaucoup plus de gens. Et je pense qu'une partie de la population se demande comment on a fait pour en arriver là. Et ils assistent sous leurs yeux, en fait, à une société qui évolue et qui devient de plus en plus barbare. Il faut le dire. C'est-à-dire que des gestes deviennent de plus en plus barbares. Il y a une barbarisation de la société et on ne sait pas comment faire. Et je pense que les gens assistent impuissants à une évolution de la société et ils commencent à décrier. Et petit à petit, je pense que c'est ça. C'est à la fois une partie d'émotion, mais c'est également le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas voir cette société évoluer dans ce sens-là. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame et ce meurtre s'il y avait eu un tout autre contrôle, William T? Alors c'est facile de le dire après, malheureusement, mais on essaie tout de même de se raccrocher à des solutions pour éviter que cela ne se reproduise. Mais moi, je pense que l'erreur qu'on a faite depuis une vingtaine, trentaine d'années, elle est double. D'une part, elle est une question de doctrine et de culture. C'est-à-dire qu'on a adopté la culture de l'excuse, la culture de la réinsertion, la question de la deuxième chance, etc. Il ne faut pas stigmatiser parce qu'il faut toujours croire à la deuxième chance. Et le deuxième point, c'est la question des peines. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours légiféré. À chaque fois qu'il y a eu un fait divers, on a légiféré. Mais on a oublié de penser que la législation avait un impact dans les temps à venir. Et est-ce qu'on a pris une législation qui était en accord avec une philosophie et une harmonie de politique carcérale, une politique de sécurité et de sûreté, ou est-ce qu'on a pris une politique de législation uniquement pour légiférer par rapport à un fait divers? Et c'est ça tout le problème, c'est que l'avènement des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, etc., a conduit le politique à surréagir. Et quand le politique surréagit, il surréagit d'une certaine tendance. Et il est surréagit par rapport à un camp et par rapport à une émotion. Mais il oublie de penser à quel sera l'impact de sa législation sur la vie privée. Je crois qu'on est à peu près à 30 ou 40 législations par an, 30 ou 40 lois qui sont les faits. C'est-à-dire que toutes les semaines, quasiment, hormis les vacances et quand il y a une session parlementaire, on vote toujours une nouvelle loi. Mais est-ce que cette loi a un impact? On n'en fait pas le bilan. Est-ce qu'elle va dans le bon sens ou pas? Et on oublie de supprimer toutes les mauvaises lois. Ouais. Je pense que le sujet essentiel, nous, c'est de savoir est-ce qu'il y a une cohérence entre le droit et l'évolution de la société. Je parlais de barbarisation et Jonathan parlait d'ensauvagement. Si la société est plus barbare et s'ensauvage de plus en plus, ça veut dire qu'il faut que les peines correspondent à cet ensauvagement, à cette barbarisation. C'est-à-dire que plus les actes sont radicaux, plus les peines doivent être radicales. Et dans le même sens, du coup, vous faites une législation non pas pour réinsérer les gens dans la société, si ce sont des barbares et s'ils sont des sauvages, vous faites des gens pour les retirer de la société afin de la protéger. Et une fois que vous commencez à penser sur cette logique-là, au moins vous n'évitez pas. Toujours, il y a toujours des drames, mais au moins vous réduisez le risque. Ça veut dire, William T, qu'on ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans la loi. Donc ils peuvent rester sur le territoire en attendant notamment que la justice fasse son œuvre. La France a fabriqué son impuissance sur la politique migratoire. On s'est enfermé dans des carcans, dans des textes réglementaires qui nous affaiblissent pour accueillir ou même rejeter l'immigration. En fait, qu'importe la politique migratoire que vous voulez appliquer, de toute façon, on a un carcan qui nous impose quelque chose. Et c'est-à-dire que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la choisissent, avec une politique migratoire complètement différente. Admettons que vous me posez deux règles précises. Vous dites que tous ceux qui rentrent en France illégalement sont d'office rejetés en titre de séjour et en demande de naturalisation. Et que vous mettez en place ce que moi j'appelle des hotspots sur le modèle du Royaume-Uni et du Danemark dans un pays étranger pour faire des demandes d'admission pour les titres de séjour. Et bien dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au lieu de les régler en France, et ben vous les réglez dans des situations étrangères et vous ne vous retrouvez pas avec 400 personnes qui se retrouvent à dormir sous un pont. Et c'est là où la personne a raison. C'est que normalement, la France ne devrait pas avoir une situation pareille où il y a Porte de la Chapelle qui s'organise, des endroits de camps de migrants, etc. Ce n'est pas digne de notre image, c'est pas bien pour les personnes qui viennent et c'est pas bien pour nous aussi. Et je pense que c'est là le sujet essentiel. Et il faut repartir depuis le début. De toute façon, tout est mauvais sur la politique migratoire française, tout est mauvais. Il n'y a pas un seul truc qui est bien. C'est-à-dire qu'en politique migratoire, on accueille des gens qui ne sont pas adaptés à notre modèle économique. On accueille des gens qui ne sont pas adaptés à notre modèle civilisationnel. On intègre des gens qui n'ont aucune chance quasiment parfois de réussir dans ce pays. Et ensuite, après, vous allez vous poser la question, comment on fait pour les payer pour qu'ils vivent sur le territoire français? Deux, quelles aides on va leur accorder? Trois, on va leur trouver des nouvelles aides sociales, etc. Et ensuite, après, ces gens vont se dire, j'ai pas réussi en France, donc finalement, je vais attaquer la France et je vais me mettre à détester le pays. Donc tout est mauvais depuis de A à Z. Et je pense qu'il faut tout rebâtir depuis le début. Quand vous êtes dans un cas comme ça, vous prenez tout le code de nationalité, vous supprimez tout, on recommence, on écrit quelque chose de nouveau et on repart tout depuis le début pour déterminer une nouvelle politique migratoire. Car, William T, cela s'applique donc aussi cette situation aux mineurs non accompagnés de l'Ocean Viking.
Oui, oui, mais moi j'aimerais répondre à la personne. 26 défections tout de même. Hein, Oui, mais moi sur je pense qu'il faut répondre à la personne qui était responsable d'association. Elle fait un travail qui est admirable, elle fait un travail qui est au-delà de sa propre personne et elle se bat pour une cause qui est plus grande qu'elle. On peut tout à fait le respecter. Mais quand elle dit que c'est la France qui fait en sorte de pousser les gens dans la précarité. Non, c'est pas la France. À chaque fois, c'est toujours la France qui est responsable de tout. À chaque fois, c'est toujours l'État, c'est toujours la France, c'est toujours le gouvernement qui est responsable. Mais si les gens sont dans cette situation, c'est peut-être qu'ils ont été dans cette situation. C'est eux qui ont choisi de fuir le Maroc pour venir en France. Et si peut-être qu'avant de venir en France, ils s'étaient renseignés sur l'état du fait que le chômage des jeunes est très important, que le chômage des métiers sous-qualifiés était très important et que la France n'était pas l'Eldorado d'un point de vue. C'est le bouche à oreille et que le bouche à oreille, il amplifie les choses en disant c'est l'Eldorado, là-bas c'est mieux. Non, mais c'est l'Eldorado, c'est mieux. Mais peut-être que les gens auraient dû se renseigner avant. Moi, je me rappelle, et pourtant, je peux parler de mon cas spécifique. Mes parents étaient dans une situation de guerre. Ils étaient au Cambodge sous Pol Pot. C'était quand même pas l'Eldorado à l'époque. Donc, ils ont pu choisir dans quel pays ils auraient allé. Comme ils étaient en Indochine, enfin, l'ancienne Indochine française, ils sont plutôt venus en France, dû égard au lien entre la France et l'Indochine. Mais ils ont regardé avant quel était le meilleur pays. Et pourtant, c'était une situation de guerre. Mon père était dans un camp dans sa propre école. Et il a pu le faire quand même. Donc peut-être que les personnes qui ne sont pas dans une situation de guerre auraient pu le faire aussi. Et je parle de mon cas d'expérience qui pourtant était un des points les plus hauts en termes de génocide. Et ils ont pu le faire quand même. Donc il faut arrêter d'excuser les gens. Et c'est peut-être ces personnes-là qui auraient dû se renseigner avant de venir en France. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que la France arrête d'organiser sa propre impuissance. La plupart des associations qui aident les migrants, etc., sont payées par le contribuable français pour que les associations attaquent l'État français pour inaction sur la question de la politique migratoire, les aides sur les recours, les conseils sur comment se placer, se déclarer comme mineur plutôt que comme adulte, les aides pour les recours, pour faire des recours interminables contre l'État français, 1, 2, 3, 4, 5 recours, et tout ça est payé par l'argent public. Donc il faut mettre un terme à notre propre impuissance qui est organisée au niveau de l'État et il faut que le gouvernement change. Et si le gouvernement ne change pas ses lois, il faut que ce soit les Français qui poussent avec l'élection de nouveaux représentants des personnes capables de changer cette situation. Parce qu'on n'a pas vu comme ça pendant 30-40 ans. À un moment, on avait un sujet sur le fait que le globe va passer à plus de 8 milliards d'habitants. Donc la population d'Afrique va doubler dans les décennies à venir. Comment on va faire lorsqu'il y a des vagues migratoires 2, 3, 4, 5 fois plus importantes avec une crise alimentaire, une crise d'électricité, une crise énergétique pour organiser ça? Là, il n'y aura pas 400 migrants, il y en aura 4000, il y en aura 6000, il y en aura 8000 et on n'aura pas assez de ponts pour tous les accueillir. Attention, comme il y a eu en France à une certaine époque, et on a fait venir beaucoup à cette époque, et voilà. C'est la question de la stratégie économique. Quand on avait fait venir un nombre de populations important dans les années 40, 50, 60, 70, on était sur l'époque dite des 30 glorieuses et on avait une stratégie de réindustrialisation. Et donc du coup, comme on avait des tensions dans certains métiers, on a fait venir des populations qui correspondaient à nos besoins économiques. Là, est-ce que quelqu'un sur ce plateau est capable de définir quelle est la stratégie économique de la France ? Personne n'en sait rien. Quelle stratégie ? Hormis sur le fait qu'on désindustrialise et qu'on part sur une société de services. Mais si on part sur une société de services, quel est le rapport de faire venir de la population dite sous-qualifiée dans des métiers dits manuels auxquels on a déjà un taux de chômage très important ? Et tant qu'on ne définira pas une stratégie économique, une stratégie politique pour que la France aille mieux, et ensuite une stratégie de politique migratoire qui va dans le même sens que notre stratégie économique, eh ben on aura toujours les mêmes problèmes et ça va devenir de plus en plus important. Au-delà de son existence, de sa vie, peut-être de sa solitude de chanteuse, elle a un regard sur la société qui est très pertinent. Ah mais moi je trouve que vous avez choisi la bonne musique avec les propos qu'elle a tenus sur le fait du monde désenchanté. Elle a tout à fait raison sur le fait qu'on assiste à un monde qui change. Et on parlait tout à l'heure sur la question du foot, notamment des artistes ou pas qui devraient s'engager. Traditionnellement en France, on a toujours des intellectuels, des chanteurs, des artistes qui s'engagent. Et je pense qu'elle a raison de tirer la sonnette d'alarme sur un monde qui change parce que le monde est nouveau. On assiste à un nouveau monde et ce n'est pas celui d'Emmanuel Macron. On assiste à un monde qui va être plus dur, plus violent, plus conflictuel. Et il faut qu'on se prépare pour ça. Elle a raison de tirer la sonnette d'alarme.